Bonjour. Hello. My name is Richard Pena. I'm a professor of film studies at Columbia University, and I have the great honor and pleasure of offering these interviews with contemporary French filmmakers for Unifrance. And I'm especially delighted to have with me today Dominique Moll. Dominique, welcome. Merci. Thank you very much. Can we start off just telling me a bit about your background? Were you somebody who was a film goer, a film fan from a very early age and went into cinema? Or was there a moment when you decided that you wanted to be a filmmaker? Ce qui a été déclencheur pour moi, c'était la lecture des entretiens Hitchcock-Truffaut. Mais vraiment, ça a vraiment été un déclic parce que la façon dont il parlait des films de Hitchcock de façon très concrète et où ils évoquaient voilà, le langage cinématographique de façon pratique, voilà, pourquoi utiliser un gros plan à tel endroit, pourquoi faire un mouvement à tel endroit, comment utiliser le suspense, comment utiliser la musique, enfin toutes ces choses-là, tout à coup, je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est des questions très, très concrètes et très pratiques. Donc, voilà, donc ça a été une étape importante. À partir de là, j'ai commencé à voir beaucoup plus de films. D'abord en Allemagne, parce que j'ai grandi en Allemagne, j'ai fait ma première année d'études en Allemagne. Ensuite, je suis allé à Paris pour justement emmagasiner des films, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les DVD, donc il fallait aller en salle pour voir les films, et Paris était et toujours la ville où, voilà, où l'offre est la plus large. Au bout d'un an à Paris, où j'étais inscrit à l'université de Paris 8, il y a eu un échange avec la City University of New York, et donc je suis allé là-bas, c'était à City College of New York. Il y avait un petit département cinéma, le Picker Film Institute. Et ça devait être 6 mois, et finalement, je suis resté 2 ans. Et c'est là-bas que j'ai réalisé mes premiers courts-métrages en 16 mm, noir et blanc. Le premier, c'était une adaptation de Charles Bukowski, d'une nouvelle, The Blanket. Et c'est en le faisant que je me suis rendu compte que, voilà, que c'était quelque chose qui me plaisait et qui me correspondait, et que toutes les différentes étapes de la fabrication d'un film, que ce soit l'écriture, la préparation, le tournage, le choix des comédiens, la direction d'acteurs, le montage, enfin voilà, que la lumière, enfin tout me plaisait. Et voilà, et donc en revenant en France, j'ai fait l'IDEC, qui était l'école de cinéma. Et après, j'ai travaillé comme assistant réalisateur, comme assistant monteur, enfin notamment avec Marcel Ophuls à 2 reprises. Et puis à un moment donné, j'ai réalisé mon premier long métrage qui s'appelle Intimité, qui est une adaptation d'une nouvelle de Sartre, voilà, qu'on a fait avec un très petit budget et qui a eu une très petite sortie et un très petit nombre de spectateurs. Donc je me disais, bon, je ne sais pas si je vais réussir à vivre de ce métier. Donc j'ai continué à travailler comme assistant réalisateur. Et puis à un moment donné, avec mon camarade Gilles Marchand, que j'avais rencontré à l'IDEC, on a écrit le scénario de Harry, un ami qui vous veut du bien, qui du coup a été un gros succès. Et à partir de là, voilà, je me suis dit, oui, ça peut être mon métier puisque j'arrive à gagner un peu d'argent avec. Donc on va essayer de continuer dans cette lancée. You've worked quite a bit with Gilles Marchand. Can you talk about how you work with him, or what was your approach to writing screenplays? C'est vrai qu'avec Gilles, on a travaillé sur les scénarios de mes films et sur les scénarios de ses films à lui, puisqu'il est aussi réalisateur. Donc le principe, c'est toujours, il y en a, voilà, quand il y en a un qui a une idée pour un film, une idée de départ ou un livre à adapter, etc., il en parle à l'autre, mais dès le début, on sait que ça va être le film de celui qui a amené l'idée. On va aller très vite dans le concret. On va très vite écrire déjà des scènes dialoguées, même si on n'a pas encore toute la structure, parce qu'on s'est rendu compte que parfois, voilà, dans une scène dialoguée, une phrase peut donner la clé, en fait, de tout le film. Le scénario pousse de façon un peu organique, avec des endroits où très vite on est dans les dialogues, dans le détail, d'autres où c'est un peu voilà, plus résumé. Et puis voilà, petit à petit, le scénario pousse, et petit à petit, on comprend
aussi, voilà, de quoi, enfin, quel va être le sujet véritable du film, ce qu'on ne sait pas forcément à l'avance. Enfin, on aime bien aussi être, oui, être toujours dans une idée d'exploration. Voilà, de pas dire, voilà, on est à un point A et on veut aller à un point B, mais on est à un point A et on va explorer tout ça et on va voir si on arrive à B, C ou D. What was your conception of the character of Harry? He's so enigmatic in many ways. C'était l'idée d'un personnage qui, voilà, qui va s'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre et de façon assez radicale, mais avec l'idée d'être complètement sincère dans ce qu'il fait et dans sa volonté d'aider. Et je crois que c'est ça la singularité du personnage. Parce qu'on a souvent des histoires de personnages qui vont voilà, s'immiscer dans la vie de quelqu'un d'autre, mais avec des intentions maléfiques ou sadiques ou de vengeance. Et là, c'est pas ça du tout. Enfin, je sais qu'une des seules directions, enfin, que j'ai donné à Sergi Lopez qui joue Harry, c'est Harry, tout ce qu'il fait, il est entièrement sincère. Voilà, donc c'est pas de la manipulation malsaine, c'est de la sincérité. Sauf que comme lui, il a voilà une philosophie très très radicale et qu'il se dit voilà, si pour aider quelqu'un il faut tuer quelqu'un d'autre, bon ça pose quand même problème. mais voilà, donc l'idée c'est que aussi dans sa façon radicale de proposer des solutions, il y a quand même quelque chose de jubilatoire aussi, de libérateur, puisque l'autre personnage joué par Laurent Lucas, Michel, lui, il est voilà, toujours dans les petits arrangements, les petites solutions, voilà, alors que Harry, il est dans la grande solution, et donc forcément, ça fait envie. For your next film, Lemming, in a way, I feel that some of the sexual tension that was in Harry sort of explodes in Lemming. Could you talk about that aspect of that film? Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai que dans Harry, enfin, il y a aussi un sous-texte comme ça sexuel avec l'amie de Harry qui est un peu comme ça un cliché de la femme trophée, comme on dit aujourd'hui. Dans Lemming, c'est plus trouble, puisque le personnage de Charlotte Rampling, voilà, est beaucoup plus entreprenante et offensive dans ses tentatives de séduction, même si elle le fait aussi pour se venger un peu du comportement de son mari. Between Lemming and your next feature, I think Le Moine, The Monk, there's about 5 years. And I was wondering what happened during that time. Parce que déjà, entre Harry et Lemming, il y avait 5 ans aussi. Après, Harry a eu beaucoup de services après-vente, disons. J'ai accompagné le film à l'étranger, donc ce qui a pris beaucoup de temps, etc. Mais je pense... Enfin, rétrospectivement, je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme Harry a été quand même un gros succès, ce qui est toujours super, mais ce qui a aussi quelque chose d'un peu écrasant. Et ça met une certaine pression, parce que cette pression que je me mettais fait que j'ai aussi, voilà, que je travaillais sur des projets, que je remettais de côté, que voilà, le temps de me lancer à nouveau dans quelque chose. Je crois que ça vient de là. C'est que sur le tournage de Lemming ou du Moine, je sentais cette pression. C'est le fait de travailler après pour la télévision, enfin que ce soit sur Tunnel et sur Eden, qui m'a libéré de ça. Où il y avait de toute façon pas le choix parce qu'il fallait travailler beaucoup plus vite et que du coup fallait y aller quoi. Et en lâchant prise, on arrivait très bien à faire des choses très bien aussi. For The Monk, Le Moine, you really moved to a very different kind of film. And I'm wondering, first of all, was it difficult to sort of make a period film, or what are the problems that face someone making a film historique or
in period? Bah, c'est surtout que c'est plus cher, en fait. Toujours un problème. Voilà, ça c'est toujours un problème. C'est plus cher. Du coup, voilà, on est un peu moins libre aussi au niveau du casting parce que qui dit plus cher dit voilà, il faut des gens plus connus. C'est vrai que c'est différent de mes autres films parce que c'est un film d'époque et c'est le seul, mais il y a quand même pour moi une constante dans la thématique parce que c'est aussi un personnage, donc le moine Vincent Cassel, qui essaye de tout contrôler, d'être maître de ses pulsions, de tout ça, et où il y a le diable Sergi Lopez qui va contrecarrer ses plans et faire qui va faire arriver l'irrationnel dans ce monde trop contrôlé. Et ça, c'est quand même une thématique qui est assez récurrente dans mes films. Mhm. Did you know the novel before, or how did the idea of making this adaptation? And may I ask that too? What is it like to adapt already an existing work? Bah, disons que l'avantage, c'est que on a une base préexistante et on peut toujours, parce qu'on a toujours des moments de doute dans l'écriture. Et quand c'est une adaptation, on peut toujours se souvenir du déclic qu'il y a eu à la lecture et le désir qu'a suscité le désir d'adaptation qu'a suscité la lecture. Alors que quand c'est une idée originale, il y a un moment où on peut être plus perdu et se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc que je suis en train d'écrire, c'est vraiment n'importe quoi. Et voilà, donc c'est un peu c'est un peu la différence. Mais l'important, c'est de sentir effectivement à cette première lecture qu'il y a quelque chose qui résonne avec son propre univers et quelque chose dont on sent qu'on peut se l'approprier. Voilà. I think we were talking before, and I think you mentioned this was your last film that was in celluloid, in pellicule. And after that, you began to work in digital, numérique. Can you talk about how that changed, if it did, anything about the way you work? Alors c'est vrai que après Le Moine, donc j'ai eu l'expérience de série avec Tunnel, où j'ai réalisé les 2 premiers épisodes, mais c'était à moi de donner un peu le style visuel du film. Et j'ai travaillé à ce moment-là avec un chef opérateur belge, Jean-François Hensgens. Et je savais, ça allait être ma première expérience en numérique, et on a fait pas mal lui, il avait déjà plus d'expérience en numérique, et il m'a proposé de travailler avec des optiques qui étaient alors je sais plus exactement lesquelles c'était, mais on a fait des essais, donc qui n'étaient pas des optiques de super qualité. En fait, l'idée, c'était de casser presque le côté trop net du numérique et d'en faire quelque chose de plus sale et de plus avec alors je sais plus si c'était des optiques russes qu'on avait utilisées, mais en tout cas des optiques moins piquées que je sais pas des Zeiss ou autres. Et du coup, comme lui, il avait envie d'aller dans cette direction-là, on s'est bien entendu là-dessus, et du coup, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose, parce que très vite, j'ai vu sur le résultat que ça me plaisait, et qu'on pouvait arriver à un résultat très cinéma, entre guillemets, avec du numérique, et même pour un produit qui était destiné à la télévision. Donc ça a été assez indolore. Et puis après, je me suis vite habitué à à tourner en numérique. You also mentioned, obviously, that you did some work for television. And I'm wondering, what's it like to work on a series? All your films are almost always about 2 hours long, and suddenly you have 6 chapters, 6 episodes. What is that like? What does that enable you to do, and what are some problems of that?
Alors sur Tunnel, c'était presque comme un long métrage parce Ouais. que j'ai fait que 2 épisodes, donc ça revenait à 1 heure et demie, donc c'était à peu près pareil. Par contre, sur la série Eden pour Arte, c'était donc une mini-série de 6 fois 50 minutes à peu près, sur les destins de migrants à travers l'Europe, en Grèce, en Allemagne, en France. Et ben en fait, ça permettait surtout de pouvoir suivre plusieurs personnages à travers différentes histoires, enfin même si elles se croisent ou se rejoignent à un moment donné, alors que donc c'est presque plus un changement dans les capacités de narration, parce que jusqu'à présent tous mes films étaient d'une part, voilà, très linéaire et avec un ou deux personnages principaux auxquels on s'identifiait, alors que là, tout d'un coup, il fallait qu'on puisse s'intéresser à plus de personnages en même temps, et j'ai trouvé ça intéressant et ça m'a donné aussi le goût de ça, puisque le film que j'ai fait après Eden, Seules les bêtes, Oui. était un film avec de multiples points de vue, racontés de façon non chronologique. Voilà, donc ça m'a ouvert à ça, en fait, Mhm. probablement, oui. Between those, you also had a film, News from Planet Mars, Nouvelles de Planète Mars. Could you talk about your experience working in comedy? Bah, je crois que c'est le seul film que j'ai fait où il n'y a pas de mort. Ce qui a réjoui mon père, qui compte toujours les morts dans mes films. Mais voilà, après, le travail reste le même. Enfin, quand le travail de construction scénaristique reste le même, hein. Il faut, voilà, on installe des trucs au début, dont on va voir le payoff plus tard dans le film. Enfin, ce genre de choses, sauf que voilà, dans les situations qui sont plus proches peut-être de l'absurde, enfin d'un humour noir, fait que voilà, que le film est plus apparenté à la comédie, mais finalement le travail, que ça soit enfin dans la construction ou après dans le découpage, le travail avec les comédiens, etc., est pas si différent que ça, en fait. With Sur la Bête, you sort of returned to the sort of world of Harry and also Lemming. And it brought up for me the idea of genre. And I'm wondering what that word means for you when we talk about cinema, that these are genre films. Oui, c'est vrai que c'est un terme un peu bizarre parce que, enfin, chaque film fait partie d'un genre, hein, mais c'est vrai qu'on l'associe en France. Enfin, un film de genre, c'est un film qui va être dans une certaine catégorie, comme le polar ou le film fantastique ou le film d'horreur, etc. Bah, moi, ce qui m'intéresse dans le film de genre et ce qui m'intéresse dans les films de genre que j'aime, c'est qu'on est dans des dans un code, enfin de narration, enfin ou de choses qu'on reconnaît avec des voilà, dans le polar, bah il y a une enquête, il y a un meurtre, il y a des choses comme ça, donc un terrain que connaît le spectateur, euh, mais qui permet aussi de greffer par-dessus ça d'autres thématiques voilà, qui vont aller au-delà justement du genre, mais qu'on peut glisser de façon presque invisible sans que le spectateur s'en rende compte. Donc il se dit ah bah super, je vais voir un polar, et donc on lui présente un polar, mais voilà, ça parle aussi d'autres choses, et c'est ce que je trouve intéressant dans dans le film de genre. Oui. You mentioned before Hitchcock and the interview with Truffaut. I'm wondering if Chabrol is also a reference for you. Moins, en fait. Alors, enfin, j'aime beaucoup certains films de Chabrol, d'autres moins. Enfin, c'est assez inégal, mais bon, il en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pour moi, Chabrol a pas... enfin, même si on dit qu'il est très Hitchcockien, mais je trouve que
dans sa façon d'utiliser le langage du cinéma, il y a quelque chose de moins net, de moins précis, de moins marquant visuellement que chez Hitchcock. Also, Monsieur Lebet, you got to film in Africa. Could you talk about that experience? And also, I was fascinated by these young men who become ideal companions for people abroad. It seemed like a kind of interesting reverse colonialism in a way. Oui, enfin c'est intéressant que vous disiez ça parce que même, enfin, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il y a à un moment donné un des présidents ivoiriens, je crois que c'était Laurent Gbagbo, mais je suis pas sûr. Il encourageait même les jeunes à faire ces arnaques par Internet en disant faites-le, c'est une façon de rembourser la dette coloniale. Donc c'est quelque chose qui, enfin même dans un discours officiel, était assez présent, de se dire voilà, les Blancs nous doivent par la colonisation et donc de les arnaquer. C'est une façon de rembourser cette dette. Alors évidemment, ce qui est un peu dommage, c'est que ça, en général, ça tombe sur des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui sont dans une misère affective, et donc on n'a pas envie que ça tombe sur eux. Donc si ça tombait sur des gens, sur Bernard Arnault ou des gens très riches, ça serait beaucoup plus voilà, ça serait jubilatoire, mais malheureusement c'est pas le cas. Mais c'est vrai que tout cet univers que j'ai découvert à travers le roman que j'ai adapté est assez fascinant. J'avais au début, enfin quand je réfléchissais à l'idée d'adapter ce roman, j'avais des réticences parce que je me disais voilà, moi je connais pas du tout l'Afrique, je connais pas ce milieu-là. Est-ce que c'est pas le regard, voilà, d'un blanc sur oui, sur une certaine image de l'Afrique qui en fait ne correspond pas à la réalité. Et donc là aussi, comme pour Eden, pour moi c'était très important de me documenter pour savoir de quoi je parlais. Et donc on a eu la chance de tomber sur un jeune documentariste abidjanais qui avait tourné un documentaire sur le milieu des brouteurs, comme on les appelle. Et du coup, il nous a introduits dans ce milieu-là. On les a rencontrés, j'ai pu leur poser des questions. Enfin, par exemple, une des choses qui me semblait très bizarre, c'était le recours à la magie noire. Je disais, mais c'est débile, enfin, ils font pas ça, quoi. Ouais. Ils travaillent avec des instruments modernes, des ordinateurs, etc. Ouais. Et puis, ils vont pas aller voir des féticheurs pour leur demander de leur faire des sacrifices, des trucs comme ça. Et donc, j'en ai discuté avec eux, et en fait, si, c'est vrai. Enfin, ils disaient, mais sinon, ça marche pas. Sinon, notre arnaque peut pas marcher. Et donc, j'aurais dit, mais il y a forcément certains arnaqueurs qui croient pas à ça et qui ont quand même gagné de l'argent et disent non. Non, il faut aller chez le féticheur, chez le marabout. Voilà, donc c'était important pour moi de vraiment comprendre ça, enfin si ça correspondait vraiment à une réalité, de aussi la façon, enfin de ce qu'on voit dans le film, que quand ils ont gagné de l'argent, ils vont tout dépenser en une nuit pour être le roi de la soirée, même si le lendemain matin ils ont plus rien. Mais voilà, c'est un rapport à l'argent qui est dans une immédiateté, enfin parce que aussi il n'y a pas de perspective d'avenir, et que ils n'arrivent pas à se projeter vers l'avenir parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir. Et voilà, et donc c'était vraiment passionnant de tourner là-bas, aussi parce que du coup les comédiens qui jouent dans le film, enfin c'est pas des comédiens professionnels, c'est des jeunes de ce milieu-là, dont certains sont vraiment des brouteurs, et donc ils savaient exactement de quoi ils parlaient. Donc on a fait un casting assez long. The young man is very good, I think. Oui, il est il est très bien, parce qu'au début, enfin, on avait une crainte, on se disait, en France, on a des comédiens comme ça, enfin, avec beaucoup de métiers très solides. Est-ce que ça va pas faire est-ce qu'il va pas avoir un écart trop fort, et pas du tout. Enfin, ils apportent autre chose. Enfin, ils apportent une sorte de naturel qui apporte quelque chose au film. Did you take the structure, the kind of fragmented structure, from the book, or was that something you added in the screenplay?
Non, enfin, le livre était structuré comme ça, en chapitres, à chaque fois avec un des personnages comme personnage principal, enfin le point de vue d'un des personnages auquel on s'identifie. Donc on a gardé cette structure-là. La seule différence, c'est que dans la quatrième partie, qui est la partie africaine, on a alterner les points de vue entre Michel, donc Denis Ménochet, le personnage, l'agriculteur qui se fait arnaquer, et les jeunes arnaqueurs en Afrique, parce que, alors que dans le livre, on n'était que du point de vue des arnaqueurs. Mais dans le film, ça marchait pas, parce que aussi dans les chats, les échanges Internet, on avait besoin d'être des deux côtés pour voir aussi comment Denis Ménochet se faisait avoir et commençait à fantasmer sur cette jeune fille qui n'existe pas. And for your most recent film, La Nuit de 12, The Night of 12, that film, aside from being a great success, one of the things about it is it comes with a title saying it's based on real events. Talk about that and what was the importance of that for the concept of the film. J'avais lu ce livre qui s'appelle 18.3, une année à la PJ de Pauline Guéna. Et Pauline Guéna a passé 1 an en immersion à la police judiciaire de Versailles. Et donc ce livre n'est pas un roman, mais c'est voilà, le récit de tout ce qu'elle a observé, les différentes enquêtes dans les différents services, où petit à petit, voilà, elle fait exister, émerger des personnages parmi les enquêteurs. Et l'enquête dont parle le film est la dernière enquête dont elle parle dans le livre, donc c'est les 2 derniers chapitres. Et alors, ce qui m'intéressait, c'était pas que ça soit basé sur des faits réels. Enfin, moi, je voulais, dès le début, le considérer comme une fiction. C'est un cas qui a été très, très peu médiatisé en France et que la plupart des gens ne connaissent pas. Mais bon, il se trouve que c'était un fait réel. Le carton, au début, en fait, indique moins que c'est basé sur des faits réels que le fait que c'est une affaire non résolue. Que ça fait partie des affaires, de 20% des affaires d'homicide non résolues en France. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait. Enfin, le fait que ça soit une affaire non résolue, parce que le film suit la trajectoire d'un des enquêteurs et raconte comment il est hanté par ce crime qu'il n'arrive pas à résoudre, et donc d'autant plus qu'il n'arrive pas à le résoudre. Et je voulais observer aussi et montrer ce que ça provoque chez les enquêteurs, chez les policiers, quand ils n'arrivent pas à résoudre une affaire, parce que si on arrive à résoudre une affaire, on se dit, bon voilà, j'ai bien fait mon boulot, tout va bien, on passe à la prochaine, alors que quand c'est pas le cas, voilà, qu'est-ce que ça génère comme frustration et comment on gère ça, etc. Donc voilà, donc c'était cette non-résolution que je trouvais intéressante, et aussi parce que du coup ça contournait les codes du genre où voilà, où dans un film policier en général on a voilà, le meurtre au début et à la fin on sait qui est le meurtrier, même s'il y a déjà eu des films, enfin comme Zodiac de Fincher par exemple, ou d'autres, enfin, où on ne sait pas. Mais voilà, enfin, en tout cas, ça me semblait... Parce que ça permet le fait de ne pas se focaliser sur le fait qu'on va livrer l'assassin à la fin, ça permet aussi de regarder ailleurs et d'observer d'autres choses et de glisser d'autres thématiques, comme la violence des hommes envers les femmes, enfin, ce genre de choses, et c'est ce qui nous intéressait. This film, like Harry and also Sur les Bêtes, is a film that takes place in what we could call La France profonde, the sort of outside of the cities, the France we don't really see in cinema that much. Can you talk about your choice of doing these films really, and almost a difference between a thriller and then these beautiful natural backgrounds? J'aime beaucoup la montagne comme décor. Enfin, il y avait de la montagne dans Harry, il y avait de la montagne dans Lemming. Ouais. Il y a de la montagne dans Seules les Bêtes et dans la Nuit du 12. Alors, pas juste parce que j'aime la montagne et donc j'ai envie de monter la montagne, mais parce que c'est différents types de montagnes aussi. Enfin, dans Harry, c'était important parce qu'il fallait que ce soit une maison très isolée et difficilement accessible.
Dans Lemming aussi, il y a une scène dans les Pyrénées où il fallait aussi que ce soit un lieu comme ça très isolé. Dans Seules les bêtes, alors c'est un type de montagne différent parce que c'est des plateaux et donc ça se passe en hiver, c'est des plateaux enneigés qui accentuent l'isolement des personnages et leur solitude, leur misère affective, et ça contraste aussi avec avec la métropole africaine. Et là, ce qui m'intéressait, c'était que la montagne, enfin, comme vous disiez, c'est à la fois très beau, mais il y a aussi un côté oppressant et menaçant. Quand on est en bas dans la vallée, une montagne, ça peut aussi être impressionnant et dans le sens oppressant du terme. Et aussi, ça bouche l'horizon. Enfin, voilà, ça empêche de voir loin, sauf quand on est tout en haut de la montagne. Mais quand on est dans la vallée, ça, voilà. Et Grenoble, c'est une ville qui est encerclée de montagnes. Et pour moi, et la ville où a lieu le meurtre, Saint-Jean-de-Maurienne, qui est aussi dans une vallée très, très encaissée. Et pour moi, ça résonnait avec l'enquête, avec l'état d'esprit des personnages, des enquêteurs qui aussi n'arrivent pas ils ont eux aussi un horizon bouché, ils n'arrivent pas à voir plus loin parce que ils trouvent pas le coupable, et aussi voilà, quand on est entouré de montagnes, on tourne vite en rond et il faut du temps pour trouver la solution, c'est d'échapper de la vallée, de monter sur le col, ce que Johan arrive à faire à la fin. Voilà, et donc c'est vrai que Saint-Jean-de-Maurienne, enfin dans la vallée de la Maurienne, je trouvais que c'était un décor très très intéressant parce que c'est une ville qui est à la fois une ville de montagne, mais qui est aussi une ville industrielle. Il y a une grosse usine d'aluminium, il y a les stations de ski au-dessus, donc c'est un mélange comme ça de plein d'ambiances et d'atmosphères différentes, comme si c'était un peu un condensé du monde. Et donc voilà, c'est ce qui me plaisait là-dedans aussi. Mm-hmm. And I know La Nuit de Douze is about to go out to the world. It'll open in the US soon. What are your projects after you work on the release of that film? Eh bien, je ne sais pas encore. Alors, j'espère que ça sera pas 5 ans d'attente, mais non, je suis en phase de prospection et de recherche, voilà, où je me nourris de lecture, etc. Mais il n'y a pas encore eu le déclic où je me dis, ah bah tiens, ça c'est un sujet, ou ça c'est un personnage, ou ça c'est une histoire sur laquelle j'ai envie de travailler. Mais j'espère que ce déclic va venir très vite. Nous espérons aussi. Dominique, thank you so much for this conversation, and thank you very much for watching and listening, and hope to see you all again soon.